Vous écoutez IDFM, il est 17h. She comes with a master plan, and I'm starting to lose control. Here she comes to this trasher man, and I'm ready to chase it all when Bonjour chers auditeurs et bienvenue, rubrique aéronautique présentée par Catherine Loubet. Nous allons évoquer aujourd'hui le musée de l'air et de l'espace du Bourget dans son ensemble, l'actualité et les projets et son développement permanent. Nous avons comme invité aujourd'hui plusieurs personnes, dont une personne qui nous écoute, je l'espère, qui est d'ailleurs sur l'aéroport du Bourget. Catherine Monory, qui est en fait la directrice du musée de l'air et de l'espace. Nous sommes très heureux de la recevoir, mais par liaison téléphonique. Et en fait, Catherine Monory, qui est aussi une pilote de voltige aérienne et en est double championne du monde, entre autres. Voilà, nous allons dans quelques temps, elle va nous faire l'honneur de pouvoir parler un petit peu du musée de l'air et de son ressenti, bien sûr. Elle sera... donc notre invité, bien sûr, aujourd'hui. Mais nous avons en nos studios deux personnes également du musée de l'air. Nous avons le directeur adjoint, le général Gérard Vitry. Et nous avons le conservateur en chef du musée, monsieur Christian Tilati. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir ici en nos studios sur Île-de-France 98 FM. Car le musée de l'air, on en entend souvent parler, mais on entend aussi parler du meeting, le fameux meeting Air Show aérien qui a lieu tous les 2 ans. Mais beaucoup de nos auditeurs ont vu il y a très longtemps le musée de l'air où ils n'y sont pas retournés. Donc nous allons un peu expliquer toute l'évolution de ce musée et l'histoire également. Alors si vous le permettez, j'espère que Catherine Monory, la directrice du musée, nous entend. C'est la première femme en tout cas qui est directrice du musée de l'air et de l'espace. Et je vais me permettre juste un tout petit mot avant qu'elle ne prenne l'antenne. Catherine Monory, vous incarnez la mouvance permanente dans les airs, tel un oiseau. Il était logique que le musée de l'air et de l'espace vous réserve cette terre d'envol. Et depuis 2010, vous pilotez ce vaisseau. Que ressentez-vous ? Voilà, c'est une question. Catherine Monory, est-ce que vous nous entendez ? Je vous entends très bien et je vous remercie, Catherine, de cette gentille introduction. Eh bien, écoutez, vous me demandez ce que je ressens et forcément beaucoup de joie et d'intérêt à avoir la chance d'être à la tête de ce musée. En étant fort bien entouré, puisque vous avez avec vous le général Vitry et Christian Tilati qui vous parleront de lui. Donc, en fait, c'est une équipe qui fonctionne très bien. Et au moment où je vous parle, vous voyez, j'ai devant moi la piste d'envol qui est celle des démonstrations du Bourget, de toutes les démonstrations qui se passent tous les 2 ans, mais qui est aussi une piste de secours. Donc, j'ai le regard de mon bureau sur les avions et c'est un vrai bonheur. Et en fait, quand vous pilotez, vous voltigez au-dessus de votre musée. Mais oui, de temps en temps, pas très souvent. Je ferais bien plus souvent, mais ça c'est pas toujours possible. Mais cette année, il va y avoir un grand meeting pour fêter les 100 ans de l'aéroport, et j'y volerai le 13 juillet. J'espère que vous serez nombreux de la région à venir au musée pour voir ce meeting qui fêtera le centenaire. Et c'est un musée tout à fait extraordinaire dont on va vous parler
un peu plus longuement ensuite, mais c'est le seul musée qui parle à la fois d'aérostation, d'aviation, d'espace, un musée très complet avec des collections magnifiques. C'est un musée didactique où il y a des espaces pour les enfants. C'est un musée en fait familial, un musée où tout le monde peut trouver de quoi passer un moment merveilleux. Un musée qui fait aussi des expositions. Nous venons d'ouvrir une exposition qui forcément va droit au cœur sur Amy Johnson et qui rend hommage à une femme tout à fait exceptionnelle qui a certainement fait avancer l'histoire de l'aviation et qui disait elle-même qu'elle avait une immense foi dans le futur des vols et qui a ouvert de nombreuses routes aériennes. Le musée, c'est surtout ça, je dirais. Les machines sont formidables, bien sûr, elles sont belles, mais ce qui est le plus extraordinaire, c'est d'imaginer ce que ces hommes et ces femmes ont fait avec les raids. Nous avons le point d'interrogation. Vous pensez 36, 37 heures dans un avion au-dessus de l'Atlantique, pratiquement sans moyen de communication avec l'extérieur. C'était extrêmement risqué. On y voit l'innovation, le courage, l'audace. On y lit toutes ces choses-là qui sont des valeurs, des façons de voir, de découvrir. Pour les pionniers, ils ont découvert des nouvelles voies, ils ont trouvé comment on allait voler, et je crois que nous avons toujours autant besoin de ça. C'est pour ça que c'est intéressant de venir respirer cette terre au musée. Le siècle à venir a besoin de nouvelles voies aussi, il a besoin de continuer, mais de trouver des voies encore différentes, donc de continuer à innover, et bientôt nous allons recevoir par exemple, un nouveau prototype, un hélicoptère X-Cube, qui est un exemplaire unique, qui est en recherche vers l'avenir pour aller plus vite. Donc, toutes ces choses-là sont à voir chez nous. Il y a beaucoup de bons moments à passer au Musée de l'Air. Eh bien, écoutez, Catherine Monory, vous avez déjà presque tout dit. Finalement, l'émission, on ne va pas dire qu'elle est terminée, mais en tout cas, une belle promotion pour le musée. Il ne faut pas me laisser parler du musée, je trouve. Aussi, au contraire. Puis vous pouvez en être fier. Et c'est vrai que vous avez une équipe, parce qu'il faut vraiment une bonne équipe pour mener tout ça. Mais je sais, c'est vrai, l'équipe est formidable, et ça marche très très bien. Et je sais, Catherine, à quel point vous-même aimez l'aviation, puisque vous peignez, et qu'il y a un tableau de vous dans mon bureau, et qu'il y a aussi beaucoup de tableaux qui représentent des sujets qui vous sont chers sur l'aéronautique. Ah oui, en fait, c'est une passion, et nous tous, en fait, aussi bien dans le studio et toutes les personnes qui viennent, sont prises par une passion. Sans passion, que pouvons-nous faire vraiment, hein, et même les auditeurs, à mon avis, s'ils ne sont jamais venus au musée, le fait d'y aller, parce qu'on est dans un temps passé qui finalement, même pas 100 ans, à peine, de voir ça, on se dit, mais c'est phénoménal, l'être humain est un génie, et là, il a su concrétiser beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. Voilà. Catherine Monory, écoutez, merci infiniment d'être venue sur nos ondes. Vous êtes posée 2 secondes sur nos ondes. On vous laisse redécoller et on va continuer avec monsieur Christian Tilati et le général Vitry pour nous parler de ce fabuleux musée de l'air et de l'espace à Paris-le-Bourget. D'accord, au revoir Catherine. Merci. Nous allons reprendre maintenant cette émission, plutôt la continuer. Alors, en effet, ce musée, c'est un musée qui n'est pas du tout ordinaire dans tous les cas, puisqu'il est en même temps sur un aéroport, ce qui est rare, et un aéroport encore en activité. Autrement dit, les visiteurs peuvent aussi bien voir les avions aussi en statique, mais qu'en évolution. À tous les deux, qui êtes dans le studio, il y a quand même une histoire. Il y a forcément une histoire. Ce musée n'existait pas tout à fait au départ, mais par contre, il y a eu cet aérogare, il y a eu ce terrain d'aviation. Et pourquoi déjà ? Pourquoi à cet emplacement, pas loin de Paris ? Il y a certainement une raison. C'était une surface plane et c'est certainement aux alentours de 14-18, j'imagine. Monsieur Tilati peut-être en premier ou monsieur Général Vitry ? Oui, bonjour tout d'abord et merci d'accueillir le musée de l'Air à Radio Anguin. L'histoire du musée de l'Air, elle se sépare du Bourget à l'origine, en fait. Faut bien distinguer l'histoire de la plateforme de l'histoire du musée. Ça correspond effectivement à la même époque, comme vous l'avez souligné, 1914-1918. Mais le musée de l'Air, au départ, c'est une idée d'Albert Cacot, dès 1918, qui soumet donc aux autorités la création d'un conservatoire aéronautique.
Albert Cacot, pardon, qui était un ingénieur. Alors, Albert Cacot, c'est un génie du béton armé, c'est un génie de l'aéronautique. C'est un polytechnicien. C'est vraiment quelqu'un qui avait de nombreuses cordes à son arc. Et il propose très rapidement, en 1918, de créer un conservatoire de l'aéronautique. Alors, c'est ça qui est assez fabuleux et qui va faire la richesse de la collection de notre musée de l'air et de l'espace d'aujourd'hui. Parce que vous vous rendez compte qu'on est une quinzaine d'années après le vol des frères Wright. On est au tout début de l'aviation. Et c'est ça l'idée, en fait, qui est extraordinaire, c'est de penser à déjà conserver tout ce qui a été fait au vu de l'évolution de l'aéronautique pendant la guerre, notamment, qui a été fabuleuse, où les performances des avions, par rapport à celles d'avant la guerre, entre le début de la guerre et la fin de la guerre, les performances ont considérablement évolué. Et donc Albert Cacot propose ce conservatoire et bien sûr, il obtient gain de cause et il est rapidement dégagé un hangar à Issy-les-Moulineaux. Sans doute là où il y a aujourd'hui l'héliport encore. C'est cette zone qui est restée aéronautique aussi. Et on installe déjà des éléments de collection dans ce hangar d'Issy-les-Moulineaux. Mais malheureusement, le choix ne s'est pas révélé judicieux parce qu'une grande inondation de la Seine a montré qu'il ne fallait pas rester là. Et donc, dès 1920-21, on s'installe à Meudon, où il y a déjà un établissement de construction aéronautique. Et il y a encore l'Ornonera aujourd'hui. Ces sites ont une durée de vie aéronautique extraordinaire. Donc vous voyez que le musée de l'air, son originalité, on remonte à 95 ans en arrière pratiquement. Donc on fêtera. Il faut y penser déjà. C'est pour ça que dans nos rénovations dont on parlera tout à l'heure, il y a cet objectif d'avoir un très beau musée en 2019 par exemple, pour le centenaire du musée de l'air. Et honorer ainsi Cacot et son idée géniale. Donc en 1922, on s'installe, mais 21-22, on s'installe ici à Meudon. Et donc, et là, toute cette période d'entre-deux-guerres va être marquée par deux hommes. C'est Cacot et puis Charles Dollfus. D'ailleurs, au musée de l'air et de l'espace aujourd'hui, on a un amphi Cacot et le salon Dollfus, plus l'amphi Roland-Garros. Et les trois hommes vraiment qui sont honorés par des noms de salles. Donc l'aérostation aussi. Voilà, en fait. Et donc l'aérostation. Donc forcément, l'aérostation, c'est encore récent quand on crée ce musée. C'est ce qui explique la richesse de notre collection. Parce qu'on va tout de suite récupérer des choses qui sont presque encore en service. Donc entre les ballons, les dirigeables, l'aérostation, les premiers avions, les avions de la guerre. Et c'est ça qui aujourd'hui fait l'originalité du musée, c'est parce qu'on a pris de l'avance sur tout le monde à ce moment-là. Donc entre les deux guerres, le musée évolue. Charles Dollfus, avec des moyens très limités quand même, fait évoluer ce musée à Meudon. Et puis, juste avant la guerre, quand est créé ce qu'on appelle la Cité de l'Air, où il y a encore l'état-major de l'armée de l'air et qui est en train de devenir le regroupement des états-majors, le fameux projet de Ballard, c'est dans ce projet, quand on construit la Cité de l'Air, qui est un bâtiment style art déco, c'est les mêmes années que le Bourget, on installe en partie le musée de l'aéronautique et Meudon devient une sorte de réserve. Malheureusement, la guerre arrive, bombardement, et donc repli à nouveau sur Meudon. Au début de la guerre, à la fin de la guerre, le musée est à nouveau sur Meudon. Et là, Charles Dollfus et puis son successeur, le colonel Rougevin-Baville, Dollfus a été directeur du musée de l'air pendant 30 ans, de 28 à 58. Ah oui, à l'époque, c'est pas les mêmes statuts. et son successeur, qui va aller jusqu'aux années 70, ils ne vont avoir de cesse que de trouver un emplacement pour faire un beau musée qui est digne de la France et de son passé aéronautique et de sa volonté d'exister dans le milieu aéronautique. Et il y aura une vingtaine de projets entre 50 et 70. Il y a là où il y a le musée d'Orsay, l'ancienne gare d'Orsay qui a été envisagée, le Grand Palais, différents projets. Il y en a un qui est presque mené à son terme dans les années 70, où l'architecte, après un concours, est retenu. Et puis, déjà, on pourrait dire, en 1972, pour des raisons économiques, enfin des raisons budgétaires, on ne passe pas à l'acte. Et le projet, alors que l'architecte était choisi. Et là, en revanche, on arrive aux années 72-73, et là, le Bourget voit sa carrière d'aéroport international se terminer, puisque Roissy va entrer en service. Et là, c'est le général Lissarag, qui lui aussi sera directeur du musée pendant une quinzaine d'années. Le général Lissarag va se voir confier la mission du transfert sur le Bourget. Et le Bourget, c'est un choix extraordinaire. On ne peut pas se réjouir que les autres choix avant n'aient pas été retenus, parce que, comme vous le soulignez, on arrive sur une plateforme aéroportuaire en service. Alors, à l'époque, elle est en déclin.
c'est pas facile de reconvertir, c'est très compliqué de reconvertir un site aéronautique. Mais là, il y a deux facteurs qui vont faire que ce site va se reconvertir magnifiquement. C'est qu'on y transfère le musée de l'air, et puis en même temps, on va avoir cette idée d'aéroport d'affaires international. C'est le premier en Europe. Et donc les deux finalement entités aéronautiques vont faire revivre ce site. Et donc après, le général Lissarac livrera des halls. Je crois que la cadence, Christian Tilati a connu un peu cette époque, la cadence c'était un hall tous les 2 ans. Et donc dans les années 87, le musée est quasiment installé complètement au Bourget à partir de 1987. Et début des années 90, on transférera ce qui reste encore à Meudon et qui est très important aujourd'hui et que les auditeurs ne connaissent peut-être pas, c'est nos ateliers de restauration. Parce que ce musée, une autre originalité, c'est qu'il a des ateliers de restauration des avions anciens pour les mettre en collection. Et tout ceci s'achève vers 94-95. Donc, ça aura pris 20 ans, le transfert complet du musée. En 94, on est dans l'aérogare, un peu tel qu'il est, c'est-à-dire pas tout neuf quand même, il date de 1937, c'est de l'art déco aussi, c'est Georges Labro, un magnifique aérogare international. Et puis, donc, on va faire vivre le musée dans ces nouvelles installations, on va commencer à rénover des halls, parce qu'il y a déjà du travail sur le hall de l'espace, sera rénové et livré dans les années 2000. Et puis, depuis les années 2000, on se pose la question de faire évoluer maintenant ce musée. Donc maintenant, ça fait une trentaine d'années qu'on est installé au Bourget. Maintenant, il faut faire évoluer les halls et puis surtout avoir rénové cet aérogare qui est classé monument historique et qui est magnifique. Et puis, il va falloir s'intégrer dans le Grand Paris ou des projets comme ça. Mais je crois qu'on y reviendra tout à l'heure. Oui, justement, on va en reparler tout à l'heure. Voilà l'histoire de 95 ans du musée de l'air qui se retrouve sur la plateforme du Bourget, qui elle-même a un autre passé et date aussi de la guerre de 14-18. Oui, on peut dire finalement c'est une plateforme civile et militaire. Voilà. Ça a été militaire, il y a eu l'aéronaval, l'armée de l'air qui ont été côté d'Uni, alors que l'aéroport a été côté le Bourget. Vous avez bien résumé là, en quelques minutes. Alors justement, c'est comme vous le disiez, c'est un musée qui résume l'aérostation donc des belles collections même d'aérostations qui sont vues nulle part ailleurs finalement, en Europe tout au moins, avec des collections, avec des vitrines magnifiques, des maquettes. Et je crois que le mieux, ça serait peut-être avec Monsieur Christian Tilati de continuer cette visite, finalement, maintenant, de rentrer comme si on était dans le musée de l'air et de l'espace et de voir un petit peu, on pousse les portes, la première porte, et que voit-on? On voit une immense montgolfière, là, déjà, par exemple. Monsieur Tilati. Voilà, donc c'est vrai que là, une des particularités, un des intérêts du musée d'air et de l'espace du Bourget par rapport aux autres musées dans le monde, c'est de couvrir les 3 domaines de la conquête de la 3e dimension, l'aérostation, l'aviation et l'espace. Et un peu d'aéronaval également, apparemment. Bien sûr, oui, dans l'aviation, on a alors, dans les domaines civils et militaires, donc, et militaires, à la fois l'armée de l'air, l'aéronaval, et aussi l'aviation légère de l'armée de terre. Oui, aussi. Et puis les gendarmes avec l'alouette. Voilà. Donc c'est vrai que c'est assez complet. Et ça, on va le retrouver dans aucun musée au monde finalement, puisque les Anglais ont sectionné. Ils ont la partie civile dans un musée, ils ont le Royal Air Force Museum, ils ont le Fleet Air Arm Museum. Les Américains ont des superbes musées, mais finalement, dans le domaine de l'aérostation, c'est quand même en France que ça s'est passé. 1783, le premier vol au monde. Et grâce à la création très très tôt de ce conservatoire, on a pu effectivement conserver des modèles qui finalement datent de la préhistoire de l'aviation, des modèles du 19e siècle, de la seconde partie du 19e siècle, qu'on va trouver nulle part ailleurs. Et c'est vrai que quand on rentre dans cette grande galerie, on va voir évidemment une superbe montgolfière, mais on va voir le modèle réduit de Tatin, qui en 1870 faisait des ronds avec un modèle à air comprimé, à Chalais-Meudon, puisque Chalais-Meudon, c'était le centre de recherche de l'aéronautique, de l'aérostation depuis les années 1870. On va voir également l'hélicoptère de Ponton-d'Amécourt. Alors, il ne faut pas s'attendre à voir un véritable hélicoptère, c'est un petit modèle scientifique. Il n'a jamais volé, il s'est simplement soulevé
mis sur le plateau d'une balance, il s'est soulevé. C'est-à-dire qu'il a montré la capacité d'un hélicoptère, puisque c'est cet engin, ce matériel qui est le premier à porter le nom d'hélicoptère, il a montré la capacité de soulever une charge avec une voilure tournante, avec un hélicoptère. Le procédé, en fait, la Tout technique. à fait. Oui. Tout à fait, puisque jusque dans les années 1800, même 70-80, en fait, pour voler, on avait, à part évidemment les plus légers que l'air, les ballons, mais pour voler avec un plus lourd que l'air, on pouvait s'orienter vers ce qu'on appelait l'ornithoptère, c'est-à-dire les ailes battantes. On imitait le vol des oiseaux à ailes battantes. Les oiseaux à ailes fixes, donc avec la version classique finalement qu'on connaît aujourd'hui, avec une hélice et des ailes fixes. Puis la barque de Jean-Marie Le Puy. La barque ailée, par exemple. Oui. Et puis l'hélicoptère. Donc les chercheurs ont exploré ces trois voies. Et c'est à travers ces modèles scientifiques, c'est ces trois voies qu'on va vraiment pouvoir, qui se concrétisent dans les collections du musée de l'Air. Alors dans ce musée, comme vous dites, vous avez donc il y a la montgolfière, vous continuez, il y a toute cette partie donc vraiment des débuts de l'aviation, et ensuite forcément on arrive vers la guerre qui après a finalement apporté énormément de progrès, malheureusement, et finalement le génie c'est comme ça souvent. On arrive, il y a toute une salle par rapport à 14-18, c'est ça exactement? Alors avant d'arriver à 14-18, on rentre dans l'atelier des frères voisins. Ah oui, c'est vrai, oui. Donc là, on a reconstitué l'atelier installé 5 rue de la Ferme en 1905 à Boulogne-Billancourt, à l'époque. Et c'était le premier atelier d'avironnerie au monde. C'est-à-dire que les frères voisins, qui avaient d'ailleurs même fait des expérimentations sur le lac d'Anguin, qui avaient travaillé avec Blériot sur la Seine, sur des engins déjà qui allaient sur l'eau pour décoller, atterrir, proposent à qui veut finalement, donc qui veut, ce sont des sportifs, des gens qui avaient un peu d'argent, de leur construire un avion. Et donc de là est partie une formidable industrie, puisque les frères voisins ont eu une activité extraordinaire pendant la guerre. Ils ont construit, Charles Voisin en particulier, des avions d'observation, des avions de bombardement. Donc c'est vraiment tout le début d'une industrie qui en quelques années, finalement, puisque il s'installe en 1905 et en 1908, on crée les constructeurs. Les constructeurs, ce sont quelques inventeurs constructeurs, il y en a peut-être une dizaine, créent le syndicat de la construction des constructeurs d'avions. Et ce syndicat des constructeurs d'avions, c'est l'ancêtre du GIFAS qui organise aujourd'hui le Paris Air Show, enfin le Salon du Bourget. Donc vous voyez qu'il y a vraiment là une naissance dans la région parisienne, dans cette partie ouest et sud de la région parisienne, une véritable industrie. Et c'est ça qu'on découvre dans cet atelier. Alors un atelier que vous avez créé carrément dans l'enceinte de ce hall en bois, donc, et qui nous invite vraiment, là on passe dans un temps ancien et qui nous donne vraiment une atmosphère formidable. Il faut vraiment y aller, on incite les visiteurs à y aller. Et au sortir, il y a même des animations, je crois, à l'intérieur. On voit même un film. Tout à fait. On voit par exemple les films d'archives avec les frères Wright, puisque les frères Wright ont volé pour la première fois aux États-Unis en 1903. Ils ont été un peu aidés par le vent quand même. Donc on n'est pas mauvais joueurs, mais c'est vrai que quand ils sont arrivés en France en 1908, des industriels français les font venir en France. Ils s'aident d'une catapulte quand ils arrivent au Mans. Voilà. Mais c'est vrai qu'ils donnent quand même une leçon assez magistrale aux Français, aux pionniers français. Et effectivement, à partir de là, il y a une véritable émulation qui se crée entre voisins, entre Farman, entre les Wright, et qui va aboutir en 1914 à avoir réellement une aviation. Alors c'est un peu triste finalement, mais c'est en 1914, avec la guerre, que l'aviation va trouver sa véritable utilité. Alors, utilité contestable, mais réellement utilité, puisque jusqu'en 1914, l'aviation, c'était bon pour faire des records d'altitude, de vitesse, pour faire des fêtes, enfin des démonstrations. Autant l'automobile, quelques années avant, avait trouvé
complètement rapidement son utilité, autant l'aviation a eu plus de mal finalement à trouver, et c'est dans la guerre que l'aviation va alors là connaître un développement extraordinaire au niveau technologique. Voilà. Et alors justement, là on ne peut pas tout énumérer, mais on voit à un moment donné, donc, dans ce hall avec 14-18, on voit un SPAD, alors 7 ou 13, celui de Guynemer, Alors, celui qu'on voit, c'est le SPAD 7. 7, d'accord. Mais qui s'appelle toujours le Vieux Charles, puisque les avions de Guynemer s'appelaient Vieux Charles. Donc ça, c'est vraiment l'avion authentique. Complètement, oui. C'est un avion. Alors, tous les avions de la Grande Galerie, du musée, sont authentiques. C'est vrai que celui de Guynemer a une charge émotionnelle particulière, puisque Guynemer, c'est quand même un des héros, c'est un des as le deuxième as de la guerre 14-18, c'est-à-dire qu'il avait eu plus de 5... Pour être as, il fallait avoir plus de 5 victoires. Donc lui, on a eu des dizaines, bien sûr. C'est le deuxième as de la guerre 14-18. Il est mort très jeune, en 1917, et il est resté dans les mémoires vraiment le modèle du pilote d'essai, du chevalier du ciel, qui a combattu contre les Allemands pendant la guerre. Alors dans ce grand hall, on voit des avions un peu partout. Il y en a qui sont suspendus, il y en a qui sont au sol. Ça doit pas être évident tout ça, de mettre en scène toute une mise en scène, de conserver justement en tant que déjà pour cette partie-là. Puis se dire, attendez, il y a combien d'avions au musée de l'Air, comment faisons-nous ? On peut en mettre qu'un quart alors qu'il y en a plein d'autres qui attendent. Comment ça se passe ? Tout à fait, on a à peu près 400 avions. Malheureusement, il y en a un peu plus d'une centaine, 150 d'exposés. Donc c'est toujours un déchirement. Quand nous, on pense à ces superbes machines, je pense aux machines de l'entre-deux-guerres, qui sont, par exemple, l'avion le Nager Sercoli, c'est-à-dire l'avion qui a fait la première traversée de l'Atlantique Sud en 1929, qui n'est pas exposé. Des avions de la guerre 39-45, une forteresse volante, un B-17. C'est quelque chose d'extraordinaire qu'on a peu de chances de voir, à part dans quelques musées dans le monde. Voilà. Et donc, c'est vrai, pour toutes les époques, y compris pour le spatial aussi, on a quelques merveilles cachées. C'est vrai que c'est toujours un déchirement de se dire que tout ça peut pas être présenté au public. Et c'est pour ça qu'on travaille activement à aller vers un grand projet qui permette évidemment de pas tout présenter, puisqu'on sait très bien que ça sera certainement pas possible, mais au moins à présenter beaucoup plus de collections et puis éventuellement à les faire tourner à travers des expositions temporaires. Alors justement, des expositions, on peut en parler aussi maintenant. Donc, tout le long de l'année, vous avez des expositions dans le musée de l'Air, mais vous avez aussi des événements. Vous pouvez... il y a aussi des salons. Exactement, des rencontres de tous les métiers et également des métiers pour la jeunesse, dans l'aéronautique et dans le spatial, j'imagine. C'est un musée qui, en fait, a donc d'autres halls. Après, en effet, il y a les anciens halls, si on peut dire, de 39-45 qui vont être rénovés. Ça, on va aussi en parler. Et puis, il y a aussi, quand même, comme vous le disiez tout à l'heure, l'espace. C'est fabuleux aussi d'aller dans ce hall de l'espace. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y aura des nouveautés ? Il y a aussi le planétarium. On va jusqu'à l'univers, carrément. Oui, alors là, on passe de la fin du 19e siècle à 14-18 à l'espace. On va revenir après dessus. Mais c'est vrai qu'il y a une véritable continuité dans cette aventure. Il y a une véritable continuité qu'on s'efforce d'ailleurs d'essayer pédagogiquement de montrer comment l'homme commence à faire. Quand Clément Ader fait quelques dizaines de centimètres, c'est extraordinaire. Quand les frères Montgolfier s'envolent avec leurs ballons, c'est extraordinaire. Et puis après, il y a l'homme dans la Lune, évidemment. Et puis après, il y a les séjours permanents dans les stations internationales. Et c'est vrai qu'on présente dans notre hall de l'espace un peu un panorama complet de la conquête de l'espace à travers des grosses maquettes, parce que le problème du spatial, c'est quand ça va dans le ciel, ça retombe rarement. Mais malgré tout, on a des modèles qui sont venus, puisqu'on a le vaisseau spatial de Jean-Loup Chrétien, premier cosmonaute français à embarquer avec les Russes en 1982 et à revenir avec son vaisseau spatial. Les Russes nous ont donné ce vaisseau. C'est extraordinaire, puisqu'on voit
la carcasse brûlée, hein, puisqu'au moment de la rentrée dans l'atmosphère, évidemment, il y a une chaleur intense qui se provoque. Et là, on sent que dans cet espace très très petit, hein, il y avait trois cosmonautes. Donc et c'est là qu'on sent quand même la fragilité de la vie finalement. Quand on pense et fragilité de la vie et puis capacité extraordinaire de la technologie de faire s'embarquer des hommes dans l'espace et revenir dans des conditions extrêmes, hein, l'extrême froid de l'espace, l'extrême chaleur de la rentrée dans l'atmosphère. Cette exposition, c'est vrai qu'elle est quand même unique, au moins en Europe, hein, puisque le spatial, malgré tout, comme l'aéronautique, c'est la France à l'origine, le spatial, c'est aussi la France. Hein, c'est aussi la France. Dès les années 50, 60, on crée des centres de recherche. La France avec le général de Gaulle, développe des programmes avec les Américains, avec la NASA, avec les Russes, hein, et embarque des expériences sur des satellites russes. Il y a des satellites français qui sont conçus, qui sont lancés par des lanceurs américains. Donc les équipes se mettent en place et pour aboutir à Ariane, hein, qui a un succès extraordinaire et qui est vraiment dès l'origine une vraie volonté française. Et c'est ce qu'on s'efforce de montrer dans Saule de l'espace. Hein, comment Ariane, c'est pas une génération spontanée, mais c'est vraiment petit à petit des pierres comme ça qui s'accumulent avec des ingénieurs allemands qui vont travailler chez nous, hein, comme ils ont travaillé chez les Russes et chez les Américains, avec les équipes qui se constituent et finalement petit à petit les connaissances s'accumulent, les savoir-faire aussi, et ça permet aujourd'hui à Ariane d'être le leader européen, fusée européenne bien sûr, d'être le leader mondial dans le domaine de la mise en orbite de satellites. Alors là, vous en parlez aussi formidablement, et c'est vrai que au Musée de l'air et de l'espace, il y a une association qui s'appelle l'AMA, et qui est l'amicale, c'est ça, et des amis du Musée de l'air, et avec des conférenciers. Parce que sans conférencier, enfin si, on peut aussi visiter comme ça, on peut soi-même, on peut, bien sûr, tout est expliqué, mais c'est bien aussi d'avoir des conférenciers pour mieux comprendre, être guidé aussi, parce que c'est vrai qu'on peut passer énormément de temps dans le Musée de l'air et de l'espace. Si on a un sujet qui nous intéresse plus, à ce moment-là, on peut y rester ou y revenir, mais avec c'est pas mal aussi d'avoir ça finalement au niveau conférence. Oui, tout à fait. Donc, on a à la fois pour les enfants, pour le public scolaire, le public enfants, des groupes d'enfants, on a des animateurs hein, qui organisent à la fois des visites guidées, mais aussi des ateliers, hein, des ateliers cerfs-volants, des ateliers mécaniques du vol, avec des simulateurs, avec des matériels pédagogiques. Et puis pour les adultes, on est très très aidé par l'association des amis du Musée de l'air et de l'espace. Des amis dans tous les musées, on a des amis, hein, des associations d'amis. La particularité chez nous, c'est que ces amis font des visites, c'est-à-dire que nous aident dans ce domaine-là et transmettent leurs connaissances, puisqu'on a beaucoup d'anciens ingénieurs, techniciens, mécaniciens de l'aéronautique, que ça soit qui viennent du domaine civil et militaire, donc qui sont complètement passionnés et qui ont envie de partager leurs connaissances. D'ailleurs, des fois, il faut les freiner un peu, parce que une visite peut fatiguer et la passion peut faire se prolonger les visites. Mais c'est vrai que pour nous, c'est complètement irremplaçable. C'est-à-dire que c'est une richesse en termes de connaissances et de transmission qui pour nous est essentielle. Alors, si vous permettez, on va juste faire une toute petite pause, vraiment musicale, une toute petite, et on va reprendre. Merci.
Eh bien voilà, les Chevaliers du Ciel, hein, c'était un très très beau feuilleton il y a pas mal d'années, mais qui est toujours d'actualité pour le Musée de l'air et de l'espace sur Île-de-France FM 98 à Enghien-les-Bains, mais partout en Île-de-France, à Paris bien sûr, et sur Internet. Nous sommes donc avec Monsieur Tilati, et le général Vitry du Musée de l'air et de l'espace. Nous continuons, donc nous avons vu déjà pas mal de halls, la conservation du Musée de l'air et de l'espace. Général Vitry, alors maintenant on va peut-être on va continuer d'énumérer un petit peu les halls. On n'a pas parlé du Concorde, le hall Concorde, on n'a pas parlé non plus des possibilités de monter à bord du Boeing 747 pour le visiter, d'aller également dans un DC-3 Dakota en s'imaginant qu'on est en pleine guerre, ou alors dans un super frelon marine avec faire un sauvetage en mer. Tout ça, c'est formidable et vous allez pouvoir nous en parler, et également peut-être de pousser certains murs, de rénover, et que les visiteurs ne soient pas frustrés s'ils viennent et puis qu'ils se disent « Ah oui, on peut pas voir tel avion. Ah mais oui, parce que justement, on est en réfection d'un hall, mais ne vous inquiétez pas, vous allez voir bien d'autres choses. » Voilà. Oui, tout à fait. Le musée est en transformation permanente et on essaye de limiter les inconvénients pour les visiteurs. Alors, je rappelle, à toutes fins utiles quand même, que l'accès au musée de l'air et de l'espace est gratuit. Oui. Et donc, par contre, les animations que vous avez évoquées, comme le Super Frelon ou le Boeing 747, le Concorde, effectivement, c'est payant. Mais globalement, tout le monde peut accéder à notre collection, et donc de façon gratuite. Je le signale parce qu'on est un des rares musées à l'avoir conservé. C'est vrai. Parce qu'à un moment, il a été demandé au musée de passer à la gratuité, mais le musée de l'air l'a conservé. Et donc, effectivement, on est tenté de remettre à niveau nos halls parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a une bonne vingtaine d'années que tout est bien installé maintenant au Bourget. Et il faut avancer, il faut rénover nos halls de façon à mieux mettre en valeur les collections. Alors par exemple, dans les semaines qui viennent, là c'est une histoire de semaines, on va rénover le hall de la Cocarde qui sera sans doute fermé. Alors le hall de la Cocarde, c'est un peu le hall de l'armée de l'air, c'est là qu'on trouve les avions de combat des années 50, 60 de l'armée de l'air. Et donc on va le rénover de façon à avoir une scénographie beaucoup plus moderne, dynamique, qui permettent un parcours à l'intérieur du hall de la Cocarde. Alors, on espère que la fermeture durera pas plus de 6 mois, c'est-à-dire en gros de juin à la fin de l'année, et d'inaugurer ce salon pour la fin de l'année, voire le début de 2015. Et puis après, on enchaîne, on a le hall 3945 aussi qui lui, carrément, va être démonté et remplacé par un hall beaucoup plus moderne, orienté vers les pistes, parce que, comme on en parlera sans doute tout à l'heure, dans le cadre de la rénovation de l'aérogare, on s'aperçoit que ce musée cohabite avec une magnifique plateforme aéroportuaire, avec des jets d'affaires, et quand je dis jets d'affaires, ça peut aller jusqu'à des Boeing 747, faut quand même imaginer. Au Bourget, on reçoit de tels avions, et malheureusement, la cohérence entre l'ensemble n'est pas réalisée aujourd'hui. Les gens visitent le musée de l'air et ils passent à côté parce que tous les halls sont fermés, parce que ce sont des boîtes noires et pas du tout orientés, dirigés vers les pistes. Alors, le hall 3945, on va l'orienter vers les pistes avec une grande paroi vitrée. On fait ça bien sûr en liaison avec Christian Tilati parce que c'est lui qui veille à ce que toute cette lumière n'abîme pas la collection. Et oui. Voilà, c'est toujours un petit peu compliqué. Alors ça dépend des avions. Il y a des avions plus ou moins fragiles. Les avions de 14-18, les avions en bois étoile sont extrêmement fragiles et on doit limiter l'apport de lumière si on veut les transmettre aux générations futures. Donc le 3945, des avions quand même un petit peu moins fragiles, il faut être honnête, eh bien il sera dirigé par une grande baie vitrée vers les pistes. Et avec des avions dont on a l'impression qu'ils vont partir vers les taxiways et décoller. Voilà, c'est des nouvelles scénographies qu'on est en train de penser. Et donc, derrière ce hall 3945, et plutôt à côté, on va créer aussi un nouvel espace, c'est l'espace Normandie-Niemen. Alors, je pense que nos auditeurs connaissent le groupe le régiment de chasse. Le régiment de chasse Normandie-Niemen, donc qu'on va mettre à l'honneur.
Et donc, on a un avion, un Yak 3. Alors, les Français avaient ramené les avions, les Yak 3, à la fin de la guerre. Et ils se sont même posés au Bourget le 20 juin 1945, la date est bien connue au Bourget. Et ils se sont posés au Bourget. Ouais. Donc, parce qu'à l'époque, c'était une base militaire aussi, en même temps qu'un aéroport. Et donc, pour honorer ce retour, pour 2015, sans doute le 9 mai, parce que nos amis russes fêtent le 8 mai, le 9 mai. Et donc, on aimerait bien le 9 mai inaugurer ce hall 30 Soul Normandie-Niemen. Donc, avec un magnifique Yak 3 qui est en cours de restauration aux ateliers. Et puis, une scénographie qui mette à l'honneur tous ces magnifiques aviateurs du Normandie-Niemen. D'ailleurs, si je peux vous interrompre, il y a une très belle stèle pour nos auditeurs, une très belle stèle qui figure avec 2 aviateurs du Normandie-Niemen, voilà, juste à l'entrée, pas loin des Fougas Magistères d'ailleurs. Et tous les ans, on l'a encore fait cette année, il y a quelques jours, en présence de l'ambassadeur de Russie en France, on dépose des gerbes solennellement au pied de ces aviateurs avec notre association. Il y a une association Normandie-Niemen. On a parlé de l'association des Amis du Musée de l'Air. Il y a aussi une association Normandie-Niemen. L'association du Mémorial Normandie-Niemen. Oui, il faut savoir que ce musée était avant en Normandie, aux Andelys. Et donc, on récupère donc la tradition de ce musée. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va installer, à côté de notre planétarium, un espace Normandie-Niemen sur environ 300 mètres carrés. Et c'est tout à fait normal de rendre cet hommage à nos grands anciens. Et puis, ça va étoffer la visite du musée de l'Air. Donc, ces travaux, c'est un peu pénalisant parce que pendant ces travaux du Normandie-Niemen, l'activité planétarium sera perturbée. Mais venez toujours au musée de l'Air, l'accès est gratuit et il y a toujours énormément de choses à voir dans notre collection. De toute façon, il faut plus d'une journée pour visiter le musée de l'Air. C'est la question que j'allais vous poser. Il faut une bonne journée on est ouvert de 10h à 18h en été, donc c'est à peine suffisant pour visiter tout le musée de l'Air. Donc n'ayez crainte, je le dis aux auditeurs, venez parce que même un hall fermé, il y a amplement de quoi faire au musée de l'Air au Bourget. Il est possible de toute façon de se restaurer, de toute façon. Tout à fait, on a un restaurant qui porte un nom magnifique, c'est l'Hélice. Voilà, on ne peut pas mieux faire. Et en plus, de toute façon, il y aura toujours quelque chose, comme vous le dites, à voir, même si... Alors, il y a aussi le hall de Concorde, bien sûr, parce que beaucoup attendent aussi. Alors, il y a les hélices, les avions d'hélice, mais les avions à réaction, et il y a le Concorde. Et sous le Concorde, il y a les 2 Concordes, et il y a le Mirage 4 des forces aériennes stratégiques, voilà, qui a été le premier élément de la dissuasion dès 1964, voulu par le général de Gaulle. Et on a le numéro 9, Mirage 4 numéro 9, qui a une histoire tout à fait particulière parce que c'est le seul qui a pu larguer une vraie bombe nucléaire dans le Pacifique à l'époque. Ça se passait comme ça. Et donc, c'était l'opération Tamouré. Et on a récupéré ce Mirage 4 numéro 9. Et les forces aériennes stratégiques veillent sur ce Mirage 4, on l'a inauguré. Et d'ailleurs, les forces aériennes stratégiques fêteront leur cinquantenaire en octobre 2014. Et ils ont déjà fait des démarches pour récupérer des éléments chez nous. Ah, d'accord. Voilà. Et entre ce hall et puis celui de la valeur tournante, donc des hélicoptères, il y a quelques avions aussi qui sont là, dont un super étendard marine, apparemment. Oui, un super étendard marine, mais comme l'a dit Christian... Modernisé. Comme l'a dit Christian Tilati, nous ne sommes pas du tout sectaires. Tous les avions sont les bienvenus, français, étrangers, de l'armée de l'air, de la marine. Alors... C'est un peu aussi un musée, le Super Étendard n'est pas un avion très récent, mais il faut bien voir que le musée de l'Air est un musée aussi d'art moderne, si je puis dire, parce qu'on récupère ce qui se fait aussi dans l'industrie. On a des prototypes des avions de combat qui sont encore en service dans l'armée de l'air. On a le prototype Mirage 2000, prototype du Rafale. Donc on a aussi du moderne. On a un moteur d'A380. Voilà, donc on est un musée qui marche, qui évolue en même temps. Et c'est pour ça qu'on a un partenariat de plus en plus étroit avec les industriels de l'aéronautique pour valoriser nos collections au sein du musée de l'air et de l'espace. Et qu'est-ce que vous allez avec... Il y a aussi les petites hangarettes aussi qui sont actuellement, si les visiteurs y vont, il y a 3 petites hangarettes qui sont sur le tarmac. Alors ces hangarettes, pour montrer un petit peu. En fait, et elles sont en service, ces hangarettes, dans l'armée de l'air quand elle est en opération extérieure. On n'a pas fait faire des hangarettes
sur mesure pour le musée de l'air. On a pris ce qui sert dans les opérations extérieures de l'armée de l'air pour mettre ses abris, pour mettre ses avions de combat à l'abri du soleil, de la pluie, de l'humidité. Alors c'est pas un abri parfait par rapport à un hangar bien sûr, mais ça nous permet quand même d'abriter de l'essentiel de certains avions, parce que un des problèmes bien sûr de la conservation des avions, c'est pour ceux qui sont en exposition extérieure, c'est que ça vieillit difficilement soumis aux intempéries. Donc, en fait, il faudrait faire des rotations parce qu'un avion doit être en exposition. S'il est en exposition extérieure, il faudrait qu'il passe en réserve, éventuellement après passer en exposition couverte. Ça serait ça la vie d'un avion musée, passer en restauration. Et nous avons beaucoup de mal aujourd'hui à organiser ce cycle parce que nous manquons de surface de réserve. Et Christian Tilati pourrait en parler parce que effectivement, c'est un des problèmes du musée de l'air, c'est le manque de surface de réserve pour préserver sa collection. Le rôle du musée est aussi de présenter la collection aux visiteurs, bien sûr, mais de préserver la collection qui appartient à l'État. C'est une collection de tous les Français, c'est la collection de l'État. Alors comment faire pour préserver et continuer à préserver justement ça ? Nous avons des partenariats avec les industriels de l'aéronautique et on devrait construire dans les années qui viennent des surfaces à hauteur de l'ordre de 5000 m² dans un premier temps. Il nous faudrait 10 000 m² côté du nid, de l'autre côté des pistes. De l'autre côté, d'accord. Et donc, on a bon espoir avec un partenariat des industriels qui est bien avancé et qui devrait d'ailleurs avoir sa consécration le 19 juin prochain, où on offre une remise officielle d'un mécénat par les industriels de l'aéronautique, a priori en présence du ministre de la Défense. Donc, on pourra entamer ce projet de construction de surface couverte au profit de la collection. Alors, ce musée de l'air, c'est un patrimoine dans le patrimoine, en fait. C'est le patrimoine aéronautique dans le patrimoine aussi architectural. Et je crois aussi que vous avez inauguré l'année dernière, si je ne me trompe, la belle salle des 8 colonnes qui était de l'architecte Labro en 1936, à peu près. Georges Labro, oui. Georges Labro. Oui, tout à fait. Mais alors, une architecture lumineuse, c'est une voûte, je ne veux pas dire étoilée, mais lumineuse, avec des dalles de verre. Et en effet, comme vous le disiez tout à l'heure, pour la conservation des aéronefs, là, on ne peut plus mettre en dessous. En fait, c'était l'entrée, si je ne me trompe, au départ de l'aérogare du Bourget. Tout à fait. De l'aéroport. C'était l'entrée de la... Arrivée-départ. Voilà, c'était l'arrivée-départ et ça redeviendra l'entrée du musée. D'accord, donc... Voilà. L'entrée, pour ceux qui connaissent, pour les éditeurs qui connaissent, l'entrée actuelle où on voit les Fougas magistères qui ont été restaurés d'ailleurs, ne sera plus là. Elle sera donc au milieu finalement. Tout à fait. Elle sera au milieu. Comme c'était l'accès à l'aérogare, ça redeviendra l'accès au musée. Et donc, ce qui nous obligera petit à petit à repenser l'organisation du musée. D'accord. Mais cette magnifique salle des 8 colonnes redeviendra un lieu d'accueil. Il y a une boutique aussi, bien sûr, la boutique pour les personnes qui veulent... Il y a énormément de livres, des DVD, des objets, même... Voilà. Il y a une boutique qui est à côté de l'accueil d'aujourd'hui. Oui, l'accueil. Il y a aussi des auditoriums, il y a des conférences. Ça aussi, c'est important. Nombreux cycles de conférences. Oui. Le musée est sollicité par beaucoup de participants, d'entreprises, voire de collectivités territoriales qui viennent faire des séminaires. Puis le musée lui-même organise des conférences. Le Carrefour de l'air, ce n'est pas qu'un rassemblement d'avions. Le premier jour, c'est avant tout des conférences consacrées à l'aéronautique, qui se font dans l'amphi Roland-Garros, notamment, qui est un magnifique amphi, et qu'on met à la disposition de tous ceux qui veulent bien nous en faire la demande. Il y a des conférences sur l'histoire aussi, les samedis de l'histoire, je crois, aussi. Oui, il y a des conférences sur l'histoire de l'aviation. L'histoire de l'aviation. C'est très varié, il y a un programme qu'on peut voir sur notre site internet, bien sûr. Et alors, pardonnez-moi, mais je reviens sur le hall de la voilure tournante qui a été ouvert en 2007. En 2007, à l'occasion du centenaire du premier, du premier vol. C'est du bicentenaire du C'est premier rare vol. Ça aussi de voir plein d'hélicoptères comme ça, parce qu'il n'y a pas énormément de musées qui ont des... Alors c'est vrai que on a en plus dans ce hall un résumé, un condensé vraiment de toute l'histoire de la voilure tournante, depuis justement le ponton d'Amécourt, ce fameux petit modèle qui
qui s'est soulevé sur le plateau d'une balance. On a des prototypes, un prototype de 1905 à Chalais-Meudon, Charles Renard, qui étudiait dans le cadre des travaux du centre de recherche aéronautique de Chalais-Meudon l'hélicoptère. On a des prototypes des années 20, 24, 25 avec l'hélicoptère de Pescara. Les hélicoptères qui ont fait les premières boucles en circuit fermé, les premiers kilomètres en circuit fermé. Ensuite, on passe au modèle de gyroplane, qui, dans les années 20, ont permis de développer une technologie tout à fait originale. Et puis, les hélicoptères d'après-guerre, militaires, civils, qui ont été utilisés à la fois par l'armée, mais aussi par les gendarmes. On a la fameuse Alouette 3 du groupement de gendarmerie de haute montagne qui a effectué des milliers de sauvetages à partir de Chamonix. Et qui est arrivé il n'y a pas si longtemps, je crois, c'est ça, qui est arrivé il y a quelques années, oui, quand ils ont changé de modèle. Oui. Et c'était tout à fait émouvant de voir. Alors, c'est le dernier vol, puisque la chance de quelques machines qui arrivent au musée, et notre chance, c'est que ces machines arrivent en vol. Et ça, c'est vraiment des souvenirs extraordinaires, à la fois pour ceux qui assistent à ces arrivées, mais aussi pour les pilotes, qui souvent, pour qui c'est le dernier vol sur cette machine. Et là, vraiment, on avait les pilotes, des gendarmes qui avaient un peu la larme à l'œil, d'abandonner, évidemment, pour un modèle certainement beaucoup plus performant, beaucoup plus pratique, mais d'abandonner cette vieille machine avec qui ils avaient vécu tant d'aventures et tant d'émotions. Comme l'arrivée du Concorde aussi, quand il est arrivé là en 2003, c'est bien ça je crois. Oui. Il y avait énormément d'émotions, il y avait un monde incroyable et énormément d'émotions. Mais aussi pour revenir le Bourget, c'est vrai que c'est une terre d'envol et c'est vrai c'est là aussi où sont arrivés entre autres Charles Lindbergh, où il y a eu les départs de Nagesser et Colli, qui par contre ne sont pas arrivés, mais ils sont peut-être arrivés. On a reçu M. Bernard Decré, l'Oiseau Blanc, là, il n'y a pas longtemps. Ils ont certainement touché quand même les côtes américaines, mais il y a eu tellement d'événements, et il y en a encore aujourd'hui. Oui. Alors, c'est vrai que sur le Bourget, c'est... je dirais une terre de raid, c'est-à-dire départ, arrivée de Lindbergh, départ de Nagesser et Colli, voilà, énormément d'événements finalement qui ont marqué cette espèce d'âge d'or de l'aéronautique que constitue l'entre-deux-guerres, sont passés par le Bourget. De l'Oiseau Blanc, de Nagesser et Colli, qu'on fait cette tentative de traverser de l'Atlantique dans le sens est-ouest à peu près en même temps que Lindbergh, mais qui malheureusement effectivement se sont perdus en mer au large de Saint-Pierre-et-Miquelon. On a le train d'atterrissage, puisque l'avion utilisé par Nagesser et Colli était un avion marin qui décollait c'était un train de décollage finalement, des roues qui étaient utilisées pour décoller, et ensuite à la fois pour alléger l'avion et puis pour lui rendre plus d'aérodynamisme, l'avion se transformait en hydravion et il était censé atterrir à New York devant la Statue de la Liberté, donc sur le ventre. Malheureusement, effectivement, il n'est pas arrivé, mais on a ce témoignage tout à fait émouvant de cette tentative de ces deux grands aviateurs, dont un qui était aussi des as, des pilotes de la guerre 14-18, qui avaient combattu valeureusement sur nos avions. Alors, je vois que le temps passe très très vite. Il y a aussi la jeunesse, donc il y a ce qu'on disait tout à l'heure, on évoquait des ateliers pour les enfants, pour des futurs pilotes peut-être. Oui, il faut commencer très jeune l'initiation à l'aéronautique. Donc, on a un espace qui s'appelle Planète Pilote, qui est pour les 6-12 ans en fait, parce que c'est le moment où ils posent des questions à leurs parents, et les parents ont des fois gênés pour répondre comment ça marche, à quoi ça sert. Donc on a 46 éléments d'exposition pédagogique et ludique, on va dire. Et donc ça explique pourquoi un avion vole, c'est pas si simple. Comment un hélicoptère décolle, comment une fusée décolle, comment fonctionne un aérodrome. On peut monter dans un cockpit d'avion, on peut monter dans une carlingue d'avion, puis voir tout le circuit des bagages, parce que ce qu'on voit pas quand on est on voit pas bien sur un aéroport, toute cette logistique qu'il y a derrière un voyage aérien. Et ça a beaucoup de succès, bien sûr, c'est ouvert aux groupes scolaires, mais c'est ouvert aussi, bien sûr, aux parents avec leurs enfants. Il faut que les enfants soient accompagnés.
ça a beaucoup de succès et ça a été fait en collaboration avec les industriels de l'aéronautique. Donc, ce sont des prototypes faits pour vraiment l'aspect pédagogique et ludique. Et on réfléchit déjà comment cet espace est en service depuis 4 ans. On réfléchit déjà comment le faire évoluer parce que c'est un vrai succès auprès des plus jeunes. Et je crois que c'est là qu'on peut semer des bonnes graines. Certainement. Il y a aussi des ateliers de restauration, vous le disiez tout à l'heure, pour restaurer tous les aéronefs. Ça aussi, c'est un grand chantier. On a un outil fantastique, donc qui est non pas au Bourget, mais de l'autre côté des pistes à Dugny. Donc ça se trouve au Dugny. Un atelier de 1500 mètres carrés où on a une quinzaine de personnes, de professionnels, de restaurateurs qui effectivement travaillent en fonction des programmes d'exposition sur la restauration de nos avions. Donc, actuellement, on a un Moranaï, donc qui est en restauration, qui va bientôt arriver dans le hall de l'entre-deux-guerres. Et puis, on va s'attaquer prochainement, c'est un très très gros chantier, aux Constellations, qui est un avion mythique, superbe. Constellation. Voilà, il est beau. Qui est un avion superbe et qui malheureusement, comme le disait le général Vitry, nos avions souffrent en extérieur. On espère bientôt remédier à ça, mais a beaucoup souffert ces dernières années et qui demande un gros chantier de restauration pour le conserver. Et on espère que une fois restauré, on pourra faire monter les gens, enfin le public, les visiteurs dans cet avion, quelque chose qu'on peut faire au musée et qu'on peut souvent pas faire dans les musées. C'est-à-dire qu'on non seulement on peut toucher les avions quand on monte dedans, mais on peut monter dedans. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Ça, c'est formidable. On peut monter dans les Concorde, oui. 2 Concorde, le prototype qui est arrivé en 73, 1969, son premier vol. Vous vous rendez compte, c'est 1969, il y a quand même quelques dizaines d'années. On monte dans le prototype et on passe dans un des derniers qui est volé, le Sierra Delta, et on traverse cette cabine. On peut monter dans un Dakota, dans le hall de la Seconde Guerre mondiale. On a une très très belle animation dans le Super Frelon, où là on vit réellement un sauvetage, enfin une opération de secours en mer avec les marins qui nous ont aidés énormément pour monter cette animation. Donc on est vraiment au cœur de l'action. Voilà, donc c'est aussi ça le musée. On pénètre au cœur de l'aéronautique. Et évidemment, notre volonté, c'est d'ouvrir de plus en plus ces possibilités d'accéder aux avions. On voit que le musée est vraiment très très actif. Le personnel est très actif. Et il est toujours l'action est permanente pour élargir, pour agrandir, pour rénover, pour trouver toujours de meilleures visibilités aussi pour tous ces avions, pour ce patrimoine. Au niveau pratique, quelques informations pratiques. Donc le musée est ouvert tous les jours, c'est bien ça ? Tous les jours sauf le lundi. Ah, sauf le lundi, c'est pas le mardi comme certains musées. Voilà, non, on fait le lundi et il n'y a que 2 jours à Noël et jour de l'an. Sinon, tout le reste de l'année, c'est ouvert. Alors, de quelle heure à quelle heure ? 10h, 18h en période d'été maintenant, donc jusqu'au 1er octobre et 10h, 17h en période d'hiver. Donc, nous le rappelons, la gratuité. Le parking qui est devant, lui, ne l'est pas, mais il n'est pas du tout excessif. Il y a la possibilité de se restaurer aussi sur place. Il faut quand même prévoir une visite d'une journée. Et si vous c'est bien une journée. Et si vous ne pouvez pas, eh bien vous reviendrez. Enfin mais c'est vrai que au niveau événementiel, tout est possible aussi. Bien sûr. C'est ça. J'essaye de voir un petit peu. Vous avez un site, il y a un site internet. Il y a un site muséairespace en un seul mot .fr. Donc les www.muséairespace.fr. Écoutez, on a essayé. Il y a encore Monsieur Tilati, oui. On a un très très superbe centre de documentation qui est ouvert du mardi au jeudi et où on a des dossiers documentaires, une photothèque extraordinaire ce centre de documentation est accessible à tout public. Et on le demande où ? Comment rentre-t-on en contact avec ce centre de documentation ? Il faut téléphoner, donc prendre rendez-vous, si possible au musée, et il n'y a aucun souci. On vous fera découvrir nos richesses documentaires et photographiques. Eh bien, écoutez, alors du ciel à l'espace en passant par la mer, 3 dimensions où l'homme se mesure, invente et réalise des moyens pour s'y glisser et en découvrir des horizons infinis. Voilà le musée de l'air et de l'espace. Nous vous remercions infiniment. Merci. Catherine Monory, j'espère qu'elle a pu nous écouter jusqu'au bout, à moins qu'elle soit en vol.
Monsieur Tilati, conservateur en chef du musée de l'Air, et Général Vitry, directeur adjoint du musée de l'Air et de l'espace du Bourget. Merci beaucoup. Et merci à Alex, notre technicien aussi aujourd'hui. En Île-de-France, vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios. IDFM sur 98 FM. Jacques Bessé et Sandra vous accueillent tous les dimanches matins de 9h30 à 12h pour Accordéon autour du lac. Vos dédicaces sont les bienvenues au 03 44 27 86 86. Accordéon autour du lac sur IDFM 98 Radio Anguin Île-de-France et retrouvez-nous sur internet idfm98.fr. En direct du Festival international du film de Cannes, retrouvez-moi Véronique Gastin du 14 au 26 mai à partir de 12h30 au journal de midi avec les stars et l'actualité du cinéma sur IDFM Radio Anguin. Bonne écoute!